L'annonce est inattendue, la manière l'est tout autant. Didier Bourcalter parle d'une décision du cœur, une décision qu'il a prise de façon personnelle le matin de dimanche passé. C'est un tournant dans notre vie politique après 8 années passées au Conseil fédéral. Nous reviendrons sur les causes qui ont pu accélérer ce choix et bientôt la succession. Mais d'abord, l'annonce faite cet après-midi et la surprise qu'elle a provoquée. Loïs Siguen-Lopez, Linda Bourget. Didier Bourcalter est arrivé seul dans une salle de presse bondée. Le ministre des Affaires étrangères quitte le gouvernement fin octobre. 8 ans exactement après son entrée en fonction, il ne sera plus conseiller fédéral. Franchement, j'y ai mis tout mon cœur. Et je peux vous dire simplement que et c'est avec une réserve toute neuchâteloise que je l'ai fait, notamment pour les interviews, je sais. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cœur. Donc, le fait qu'il y ait une réserve, c'est tout simplement une personnalité. Gorge nouée, Didier Bourcalter répète à l'audience, sa décision n'a rien de politique. C'est pas ça, c'est véritablement ce sentiment personnel. Imaginez-vous cela, je pense que ça vous est peut-être arrivé déjà, d'avoir envie de tout simplement faire une autre chose, pas toujours le même engagement. Une nouvelle qui a pris de court l'Assemblée fédérale. J'étais très surpris par cette décision et aussi pour la date de cette décision. Nous sommes 2 jours avant une séance du Conseil fédéral concernant la politique de l'Europe. Et sur l'Europe, justement, le Parti socialiste ne se réjouit pas de perdre cet allié. Il a essayé en politique européenne de faire avancer les choses. Là, il s'est heurté alors à la résistance de son propre parti et du PDC. Sans parler de l'UDC qui a toujours critiqué sa volonté de conclure un accord cadre avec Bruxelles, mais qui veille ce soir à cacher sa joie. Je prends acte aujourd'hui. Je suis content qu'après une élection de bons successeurs. Et déjà, tous les regards se tournent vers ce Tessinois très influent qui refuse de dire s'il sera candidat à la succession. J'ai la prudence de toute personne qui a été frappée par une nouvelle aussi importante dans les 3 dernières heures et qui n'a pas encore très bien compris où on est. De quoi agiter le monde politique jusqu'à la fin de l'été. Ouvrons maintenant le chapitre du bilan. 2 photos pour l'illustrer. Didier Bourcalter était l'homme de cette image devenue fameuse. Un ministre normal, très suisse, sans protection visible, sur un quai de gare. Le cliché avait fait le tour du monde, mais aussi le président de l'OSCE qui a eu accès au plus grand de ce monde, nouant des relations privilégiées avec l'Américain John Kerry, par exemple. Bilan et portrait signé Pierre-Olivier Vollet. 10h11, le 16 septembre 2009. Didier Bourcalter devient le 112e conseiller fédéral. Fidèle à son image, il laisse à peine l'émotion fendre l'armure. En rêvait-il depuis ses débuts en politique? Ne comptez pas sur lui pour faire des confidences. Lorsqu'il accède à la plus haute fonction, il est un parlementaire réputé efficace, mais sans éclat. Une souris grise en quelque sorte. Une étiquette qui lui collera à la peau au département fédéral de l'Intérieur. C'est lui le patron. Si tu veux leur faire un discours, tu peux leur faire un discours autrement, allons boire un café. On va aller boire un café, je crois, maintenant. Puis, dès 2012, aux affaires étrangères. Il veut œuvrer pour la paix et les droits de l'homme. La souris grise prend des couleurs. Mais le feu d'artifice est pour 2014. Didier Bourcalter préside la Confédération et, hasard du calendrier, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Alors que le continent est secoué par la crise en Ukraine, il enchaîne les voyages et maintient le dialogue entre les partis. Il a l'oreille des plus grands. Il est en contact quasi permanent avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov et se lie d'amitié avec le chef de la diplomatie américaine John Kerry. Thank you so much, my friend. Thanks to you. De cette période restera cette photo, buzz mondial sur les réseaux sociaux, le président suisse seul sur le quai de la gare de Neuchâtel, sans conseiller ni garde du corps. Mais la Suisse est ainsi faite, l'état de grâce ne dure qu'une année. L'étincelant président redevient le conseiller fédéral en charge des affaires étrangères, bientôt hanté par le fantôme de la souris grise. Monsieur le conseiller fédéral, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Tout le monde a été frappé de ce que vous avez dit tout à l'heure, cette décision venue comme une vague ce dimanche. Quel moment précis? Comment ça s'est passé? C'est vraiment en me levant, c'était tôt, et je ressentais tout simplement que les choses étaient devenues claires, qu'après ces dizaines d'années dans la politique active, après cette période aussi dans l'exécutif,
j'avais besoin de retrouver autre chose, la possibilité de faire autre chose, de vivre autrement et d'avoir plus de liberté privée, je dirais, personnelle. C'est naturel, ça s'explique vraisemblablement pas autrement. Ça a été vraiment une illumination soudaine. C'est devenu clair soudainement. Évidemment que ça ne vient pas d'un coup, mais il faut qu'il y ait 100% du cœur d'accord avec ça. Et tout à coup, c'était le cas. Est-ce que vous avez manqué de soutien? Il y a eu des attaques récentes alémaniques, notamment sur l'Europe. Ah, vous dites bien que ce n'est pas ça la source de votre décision. Est-ce que vous avez manqué tout de même de soutien? S'il y a un manque de soutien, c'est de ma faute, ce n'est pas la faute de ceux qui ne m'ont pas soutenu. Moi, je pense qu'il y a des moments dans la vie où on a des convictions qui ne sont pas portées, et en particulier dans la vie politique. Donc, ça n'est pas forcément possible de gagner tout. Et il y a des moments où on ne peut pas avancer comme on voudrait. Donc là, vous parlez évidemment de l'accord institutionnel avec l'Europe. En effet, il n'y a pas actuellement de grand soutien. Mais la vraie culture politique de ce pays, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de soutien que l'on doit parler des choses qui sont réelles. Bien, la vraie culture politique de ce pays, ce sera d'affronter la réalité. Et la réalité, c'est que si la nouvelle génération qui va venir maintenant doit pouvoir avoir aussi les mêmes chances de trouver du travail, d'avoir des investissements suisses qui créent des possibilités pour cette nouvelle génération, ça impliquera une voie bilatérale dynamique avec l'Union européenne. Un jour ou l'autre, on ira dans cette voie. Monsieur le conseiller fédéral, vous avez souvent dit l'importance de votre famille, de votre épouse Friedrun, de vos enfants qui parfois donnaient votre avis. Ils ont compté dans la décision? Non, je l'ai pris seul, mais j'en ai parlé avec mon épouse. Mais c'est une décision que j'ai prise vraiment moi-même. Le Conseil fédéral n'est pas élu par le peuple en Suisse, mais quand même, vous aviez cette relation avec beaucoup de Neuchâtelois, bien sûr, beaucoup de Romans, beaucoup de Suisses. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir? Moi, j'ai beaucoup aimé le contact avec la population. On a souvent dit que j'étais un peu sauvage, ça c'est vrai, mais je ne crois pas que je suis difficile d'accès. J'ai tout simplement envie d'avoir un peu une vie privée. Et c'est difficile dans cette vie. Je me rappelle quand vous étiez candidat au Conseil fédéral, vous étiez assis là, dans ce plateau, avec un flegme apparent. Vous disiez à quelle heure est mon prochain train pour rentrer à Neuchâtel? C'était votre préoccupation principale apparemment. Vous avez changé? Non et oui. Non, je suis toujours le même et en même temps, avec les années et surtout le travail dans le monde entier, à voir les souffrances de beaucoup de gens dans le monde, je crois que j'ai appris à mieux faire passer mes sentiments, où je suis peut-être un peu plus ouvert. Mais la personne à l'intérieur, c'est exactement la même, elle n'a pas du tout changé. Il y aura un homme ou une femme qui vous succédera? Quel conseil? D'abord, je lui souhaite pleine réussite et puis je lui souhaite de pouvoir travailler dans le collège avec à la fois la modestie et l'ambition qu'il faut. La modestie en disant que la personne elle-même, au fond, malgré tout ce qu'on dit et toute la personnalisation médiatique, elle ne peut rien toute seule. Et puis l'ambition de garder la possibilité de croire en ses convictions malgré toutes les pressions et forces qui veulent toujours vous ramener ailleurs ou vous empêcher d'exprimer ses convictions. Ça a été dur? Oui, bien sûr, mais ça a aussi été fantastique. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Monsieur le conseiller fédéral, merci. Je vous en prie, bonne soirée à tous. Voilà, cet entretien enregistré tout à l'heure. Alain Orbeté, revenons d'abord sur le caractère exceptionnel, cette manière d'annoncer cela, la décision très personnelle, prise un matin, par le cœur, c'est très particulier. Oui, qu'un conseiller fédéral prenne tout le monde par surprise, ça arrive souvent, c'est même un peu la loi du genre quand on annonce sa démission. Qu'il n'avertisse personne dans son parti. D'après mes informations, la présidente du PLR et le chef de groupe n'étaient pas au courant à midi. Ça, c'est déjà beaucoup plus rare. Mais alors que dans sa lettre de démission, que devant la presse, ce conseiller fédéral démissionnaire invoque simplement le besoin d'écrire une nouvelle page dans sa vie, l'envie de faire autre chose, une vague intérieure sans dresser de bilan politique, sans justifier le moment en disant « j'ai fait cela, j'ai fini cela, il était temps de partir ». Ça, vraiment, je n'avais jamais vu. Ça traduit, même s'il refuse le mot, une forme de lassitude, de ras-le-bol, manière de dire « ah, il y a autre chose dans la vie ». Le bilan, d'abord cette marque de fabrique très suisse. Oui. Et je pense quand même qu'on peut le dire, on le voyait dans le sujet comme chef de la diplomatie, il a d'abord très bien tenu la maison, mais aussi il a
porter haut le drapeau suisse à l'étranger. Si on pense aux relations avec la Russie, la Turquie, il a par exemple maintenu des relations diplomatiques sur une ligne très particulière, propre à la Suisse, ouverte malgré un contexte international très difficile. Non, vraiment on peut dire, c'était un bon patron du DFAE. Alain Rebeté, hypothèse, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours, mois, qui a pu miner dans ce dossier européen le conseiller fédéral ? De toute évidence, et ce sujet le montre, c'est vraiment l'Europe qui explique cela. Vraiment, Didier Burkhalter était l'homme qui avait une mission. Il voulait renouveler la voie bilatérale, il voulait renouveler et donner un avenir aux relations de la Suisse avec l'Union européenne. Et cela passait, on l'a vu dans le sujet, par un accord institutionnel avec l'UE. Et puis, il y a eu le 9 février, et il y a eu le Brexit qui ont brisé ce rêve. Mais Didier Burkhalter est un optimiste impénitent. C'est quelqu'un qui ne voit que le verre à moitié plein, jamais le verre à moitié vide. Et alors, ces derniers mois, il pensait possible de convaincre le Conseil fédéral de réouvrir les négociations sur l'accord institutionnel. Le problème, c'est que le gouvernement n'en voulait pas, en tout cas pas maintenant, son parti n'en voulait pas. Et c'est ce qui explique un peu le ton de tristesse aujourd'hui, et sans doute aussi cette décision qui est venue maintenant. L'éternel optimiste abandonne sur un gros échec. Alain Rebeté, et maintenant, est-ce que ce sera un autre roman, et quel papable ? Vous savez, il y a aujourd'hui 3 romans au Conseil fédéral, et je pense que cette fois-ci, le grand favori, c'est le Tessinois Ignazio Cassis. C'est le chef du groupe PLR, un parlementaire reconnu qui a du poids. Si le Tessin en fait son candidat, je pense que la pression sera énorme sur le Parlement. Il faut quand même se souvenir que le Tessin n'est plus représenté depuis 18 ans. Son tour est venu. Mais rien n'est joué quand même. Parce qu'il y a quand même en Suisse romande, j'imagine, un candidat qui doit avoir des démangeaisons un peu partout aujourd'hui. C'est bien sûr Pierre Maudet, le conseiller aux États genevois. Il a les qualités, il a l'ambition, il a l'expérience d'un exécutif. S'il se lance, il aura ses chances. Alors aujourd'hui, l'avantage du Tessin est énorme, mais la campagne va durer 3 mois. Rien n'est joué. Merci Alain.